Je crois qu'il est temps qu'il connaisse son vrai père. Cette phrase a frappé plus fort que n'importe quelle fausse balle dans les côtes. Elle a atterri doucement, comme si elle proposait de passer le beurre, mais elle a fait exploser quelque chose dans ma poitrine que je ne peux toujours pas nommer. Nous étions assis à notre endroit habituel pour le brunch du dimanche, Mara, Ryan et moi sur la terrasse de ce café prétentieux qu'elle aimait parce que les serviettes étaient en tissu et que le café arrivait dans des tasses minimalistes sans anse. Ryan était à mi-chemin d'une tour de crêpes au citron et à la ricotta, des écouteurs dans une oreille, faisant défiler quelque chose sur son téléphone. 15 ans. Mossad, avec un tic à l'épaule qu'il avait acquis grâce aux exercices de baseball que je lui avais enseignés quand il avait 10 ans. Il avait l'habitude de pratiquer la mécanique du swing avec moi dans le garage jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Et maintenant, j'étais juste le type qui payait l'hypothèque. Désolé, ai-je demandé, mais pas parce que je ne l'avais pas entendu. Je voulais juste croire que je ne l'avais pas fait. Mara n'a même pas levé les yeux. Elle a tartiné son pain grillé avec ce calme délibéré qu'elle utilisait quand elle était sur le point de me dire que nous allions essayer quelque chose de nouveau avec le budget. Il a posé des questions. C'est naturel, Marc. Il est curieux. Je pense qu'il est temps. C'est alors que le sang dans mon corps a ralenti. Je pensais que j'étais son père, ai-je dit. Tu l'étais, même pas une pause. Mais maintenant, il veut savoir d'où il vient vraiment. Et ainsi, 15 ans de ramassage scolaire, d'attache de crampons, de fièvre nocturne, de plan d'épargne pour l'université et d'être le seul homme sur qui Ryan pouvait compter, tout condensé en une nécrologie polie, tu l'étais. Il n'y a pas eu d'aventure, pas de grande dispute, pas d'avertissement, juste un subtil changement de marque de mon identité servi sur des œufs bénédicts. J'ai regardé Ryan. Il n'a même pas bronché. Il ne nous a pas entendus. Ou peut-être que si, et il a fait semblant de ne pas, ce qui, d'une certaine manière, a coupé plus profondément. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas exigé de réponse. Je n'ai pas renversé la table ni quitté la pièce en furie comme dans un mauvais feuilleton. Ça aurait rendu les choses trop faciles pour Mara. Ça m'aurait transformé en beau-père en colère. Non, je suis simplement resté assis là et j'ai fini mon café noir. Il avait un goût de pièce de monnaie mouillée. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises. Pas de discours dramatique, pas d'appel à des amis. J'ai laissé mon portefeuille, les clés de la maison, même mon Apple Watch sur la table de chevet. J'ai laissé une seule note manuscrite sur le comptoir de la cuisine, ne me cherchez pas. Vous n'aimerez pas ce que vous trouverez. Je pouvais encore entendre le ventilateur de plafond grincer au-dessus de moi pendant que je fermais la fermeture éclair de mon sac de sport. Le ventilateur que j'avais installé moi-même. Comme tout dans cette maison, étagère, foyer, le fichu jardin d'herbes aromatiques dont je ne me souciais jamais mais sur lequel elle avait insisté, nous l'avions construit ensemble. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Avant de sortir, je me suis arrêté dans le couloir, devant la chambre de Ryan. La porte était légèrement entr'ouverte. Il était sur sa Xbox, criant dans le microphone, traitant quelqu'un de « bot ». Je me suis souvenu quand cette chambre était peinte avec des étoiles. Quand je lui lisais cette copie usée de « Où pousse la fougère rouge », il me demandait ce que signifiait la loyauté. Je suppose qu'il le sait maintenant. Je n'ai pas dit au revoir. Je me suis simplement retourné et je suis parti. Au moment où j'ai traversé la frontière de l'Oregon et atteint le tronçon vide près de Boise, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je ne pleurais pas. Je ne criais pas ni ne marmonnais pour moi-même comme dans les films. J'étais simplement vide, propre, comme un tableau blanc effacé avec l'un de ces effaceurs en feutre grinçant. Ils pensaient que je resterais. Ils pensaient que je me battrais pour rester dans leur mensonge comme un chien grattant une porte fermée. Mais ils avaient oublié quelque chose. J'avais appris à ce garçon à tenir bon sur le monticule du lanceur. Je lui avais appris à ignorer le bruit. Et maintenant, je faisais exactement ça. J'ai conduit en silence. 14 heures d'autoroute, de routes sinueuses, de virages serrés et de souvenirs grattant l'arrière de mon crâne comme des rats dans un sac de jute. La cabane se trouvait dans le nord du Colorado, près d'une ville si petite que la station-service servait également de bureau de poste. Je l'avais hérité de mon oncle Walt après que son cœur eut lâché sur une piste de serre. Je n'y étais venu qu'une seule fois auparavant, il y a 15 ans, quand Ryan était un petit enfant. Mara détestait l'odeur du bois de chauffage et le manque de Wi-Fi. Elle disait que ça lui donnait des migraines. Parfait. Quand j'ai monté le chemin de gravier, l'endroit semblait ne pas avoir expiré depuis la mort de Walt.
Volets pendant comme des bras ivres. Cheminée à moitié effondrée. Neige incrustée le long des avant-toits comme si elle y avait élu domicile. J'ai garé le camion, coupé le moteur et je suis simplement resté assis à écouter. À quoi? Je ne sais pas. Peut-être à la dernière partie de moi qui se brisait. La porte d'entrée n'a pas grincé. Elle a gémi, comme si elle savait que cette fois, je ne partais pas. Je n'ai pas déballé tout de suite. J'ai marché d'abord, mes doigts effleurant l'écorce cicatrisée des arbres, mes bottes s'enfonçant dans l'herbe craquante et gelée. L'air sentait le pain pourri et la miséricorde. Le lendemain matin, j'ai commencé à travailler, non pas parce que je devais le faire, mais parce que j'en avais besoin. Fendre du bois à la main est devenu ma thérapie. Le coup rythmique de la hache mordant le bois a éclairci quelque chose dans ma poitrine. J'ai reconstruit le générateur à partir des vieux schémas de Walt dans la remise à outils. Le toit fuyait, alors je l'ai réparé. Les planches du sol grinçaient, alors je les ai clouées. Chaque réparation était une phrase que je n'avais jamais eu l'occasion de dire. J'ai brûlé la note que Mara avait laissée dans son bac à courrier il y a 2 Noëls, faisant de cette année une année de gratitude. Je l'ai trouvée coincée derrière la boîte à pain quand j'ai vidé mon sac de vieux reçus. L'ironie m'a fait rire. Aigre et amer. Il n'y avait pas de signal téléphonique à moins de se tenir pieds nus sur le toit en métal pendant un orage. J'ai essayé une fois. Juste une fois. Rien. Eh bien. Qu'il se demande. Qu'il tourne en rond dans cette maison silencieuse que j'ai payée. Vérifiant l'allée, attendant que mon camion revienne. Qu'ils réfléchissent. J'ai tenu un journal. Non pas pour écrire sur eux, mais pour me souvenir comment me parler à moi-même. J'ai fait une liste, chose que j'ai apprise à Ryan. Elle a rempli 2 pages. Comment amortir une balle? Comment vérifier la pression des pneus? Comment serrer la main d'un homme comme si on le pensait vraiment? Comment s'excuser sans excuse? Comment partir en silence? La plupart des soirs, je m'asseyais près du feu avec une boîte de haricots et une bouteille de Wild Turkey que Walt avait laissée. Je sirotais, regardais les flammes et sentais l'engourdissement s'installer plus profondément. Pas le mauvais genre. Celui qui vous permet enfin de détendre la mâchoire. J'ai trouvé un des vieux dessins de Ryan dans mon portefeuille. Il avait 6 ans. C'étaient des bonshommes allumettes. Lui, moi et un chien étrangement triangulaire. En dessous, il avait écrit « Mon héros ». J'ai regardé ce dessin pendant 1 heure, puis je l'ai plié en 2 et je l'ai glissé sous une planche du plancher sous le lit. Non pas parce que je voulais oublier, mais parce que je ne voulais jamais le trouver par accident. Les gens pensent que la vengeance est bruyante, pleine de colère, explosive. La mienne était silencieuse. Elle ressemblait à un homme réparant un toit seul dans les Rocheuses pendant que le monde oubliait ce qu'il signifiait. Et c'est ce qui la rendait si aiguë. Je ne me cachais pas. Je m'effaçais intentionnellement. Et chaque bûche que je fendais, chaque vis que je plantais dans le revêtement, chaque souffle que je prenais dans cet air amer murmurait la même chose, vous m'avez eu. Vous m'avez perdu. Vous ne me retrouverez plus jamais. La première fois qu'il a appelé, Ryan était rayonnant. Pas de cette façon niaise d'enfant. Non, c'était de l'arrogance d'adolescent essayant de masquer quelque chose de cru en dessous, de l'espoir probablement. Il veut me voir, a dit Ryan à Mara en raclant les restes d'Alfredo dans l'évier. Il veut venir le week-end prochain. Mara a souri trop vite. C'est génial, chérie. Vraiment génial. Elle est montée à l'étage cette nuit-là et a pleuré dans la salle de bain avec l'eau qui coulait, comme si Ryan n'allait pas l'entendre. Des plans ont été faits. Soirée steak, sa bière de racine préférée. Ryan a même nettoyé le garage, marmonnant qu'ils pourraient peut-être travailler ensemble sur la vieille moto. Il faisait de la moto, a acquiescé Mara. Elle n'a pas mentionné que la dernière fois que le père biologique de Ryan avait touché une clé à molette, c'était pour mettre en gage un jeu de douille. Elle n'a pas non plus mentionné combien de fois elle avait payé son loyer en douce ou que la seule chose constante chez lui était son inconsistance. Le vendredi est arrivé. Ryan a attendu sur le porche pendant 3 heures. Pas de SMS, pas d'appel, rien. À 21h07, Mara a reçu un message qui disait seulement « Désolé, des trucs de boulot. On reporte ». Ryan n'a pas dit un mot, il s'est simplement levé, est entré et a réchauffé au micro-ondes les restes de nuggets de poulet. Quand elle lui a demandé s'il voulait en parler, il a répondu d'un ton neutre « Il est occupé ». C'est bon. Mais ce n'était pas le cas.
On pouvait voir le changement. Petit, presque chirurgical. Il a commencé à vérifier son téléphone toutes les 5 minutes. Chaque vibration, chaque sonnerie. Le lundi, il avait une nouvelle date choisie. Il a dit, le week-end prochain. Je le jure. Cette fois, Mara n'a pas préparé le dîner. Elle n'a pas rappelé à Ryan de passer l'aspirateur dans la voiture. Elle s'est simplement assise en peignoir sur le canapé, buvant du vin à 14 heures comme si c'était normal. Une sitcom jouée en silence. Quand Ryan lui a demandé pourquoi elle avait l'air fatiguée, elle a blâmé les allergies. La deuxième annulation est arrivée par messagerie vocale. Quelque chose de traînant à propos de l'anniversaire d'un ami. Mauvaise indication. La semaine prochaine, c'est sûr. Ryan a ri. Pas le genre de rire amusant, plutôt comme une inspiration qui ne savait pas où atterrir. Je suppose qu'il est mauvais avec les calendriers, a-t-il dit. Il n'a pas attendu sur le porche cette troisième fois, mais il a mis la chemise que Mara disait le rendre élégant. Il a marché dans la maison comme un homme attendant un verdict. Quand l'horloge a sonné 22h23, il l'a enlevée et l'a mise dans le panier à linge comme si elle l'avait insulté. La quatrième fois, il n'y a même pas eu d'excuse. À ce moment-là, il a complètement cessé de parler du type, mais il a aussi arrêté de faire d'autres choses, il a manqué l'entraînement, n'a pas répondu aux SMS de l'entraîneur Callahan. Il passait des heures à frapper des balles contre le filet dans le jardin. Maintenant, le filet s'affaissait, le vent le secouait, intact. Mara a remarqué qu'il avait cessé de l'appeler « maman ». Juste « ouais » ou « peu importe ». Il ne se battait pas, ne claquait pas les portes, il est simplement devenu silencieux. Et ce silence s'est répandu sur les murs, la moquette, l'écho dans la cuisine. Il a remplacé les grincements que Marc avait l'habitude de réparer, le sifflement de fond de sa vieille bouilloire, la façon dont il fredonnait faux en faisant la vaisselle. La maison est devenue plus silencieuse qu'elle ne l'avait jamais été et, d'une certaine manière, plus bruyante par l'absence. Mara a essayé une fois de mentionner Marc. Il se présentait toujours, a-t-elle dit doucement. Ryan n'a pas levé les yeux de ses céréales. Ouais, eh bien, les gens en ont marre de se présenter. Et c'est tout. Ils avaient échangé l'homme qui construisait des forts dans la cour, apprenait à Ryan à graisser un gant et lui glisser du bacon supplémentaire dans son assiette quand Mara ne regardait pas, contre un nom sur un acte de naissance qui ne prenait même pas la peine de répondre par des phrases complètes. Marc avait disparu. Oui, mais ce nouveau fantôme qu'ils avaient invité, il ne s'est même pas présenté. Et lentement, silencieusement, Ryan a commencé à réaliser la vérité la plus cruelle de toutes, il n'avait pas perdu Marc. Il l'avait jeté. Tout a commencé avec la plomberie. Elle a éclaté derrière le mur de la salle de bain du bas, une nuit glaciale de janvier. L'eau s'est répandue dans le couloir comme si elle cherchait Marc. Mara est restée là, en chaussons, les mains tremblantes, cherchant des serviettes et jurant à voix basse. Elle n'avait même jamais su où se trouvait le robinet d'arrêt. Marc s'en occupait toujours, silencieusement, avant que quiconque ne s'en aperçoive. Ryan n'est pas descendu. Il avait ses écouteurs, absorbé par un jeu en ligne où la perte ne signifiait pas moisissure ni franchise d'assurance. Le plombier est arrivé 2 jours plus tard. Il a facturé le triple. Il a dit que l'isolation était amateur. Mara a signé le chèque avec une expression sur le visage comme si elle avait avalé du gravier. Puis est venue la facture de gaz, 614,37 $. Marc avait l'habitude de vérifier le thermostat comme s'il s'agissait d'un rituel sacré. Ryan aimait le chauffage à fond, et Marc marmonnait toujours « on ne fait pas cuire du pain, gamin ». Maintenant, le chauffage fonctionnait sans arrêt. Mara n'avait jamais pensé à vérifier les réglages. Ryan non plus. La deuxième semaine de février, l'hypothèque a été rejetée. Le paiement automatique a échoué. Puis l'assurance auto a expiré. Une pile d'enveloppes non payées s'est accumulée sur le comptoir de la cuisine, avec des tampons rouges, urgents, remplis de termes comme « dernier avis » et « risque d'annulation ». Mara a commencé à veiller tard, regardant des feuilles de calcul comme s'il s'agissait d'anciennes énigmes. Sa mâchoire claquait à force de la serrer. Les bouteilles de vin sous l'évier se sont multipliées. Pendant ce temps, Ryan a été puni 2 fois. D'abord pour avoir poussé un garçon dans les vestiaires, puis pour avoir séché complètement la 6e heure. Mara l'a appris lorsque l'école a laissé un message vocal commençant par « Nous avons essayé de vous joindre » et se terminant par « Suspension si ce schéma continue ». Quand elle l'a confronté, il a haussé les épaules.
Pourquoi ça t'importe maintenant? Cette seule phrase lui a coupé le souffle plus que le relevé d'hypothèque. Elle n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas. Ce soir-là, elle a appelé Marc 2 fois. Sa messagerie vocale a répondu, comme toujours. Calme, ennuyeuse. Le même message exact qu'il avait eu pendant 5 ans, salut, c'est Marc. Laissez un message après le bip. Elle n'a pas laissé de message. Elle a rappelé le lendemain matin. Et cette fois, elle l'a fait. Marc, je sais que tu as dit de ne pas te chercher. Je comprends. Je le fais. Mais les choses sont difficiles. Ryan se bat. Il est en colère. Je ne sais pas comment l'atteindre. Tu pouvais toujours. Juste, si tu pouvais lui parler. C'est tout. Je ne te demande pas de revenir. Je demande juste ta voix. Elle a terminé l'appel en chuchotant, s'il te plaît. Pas de réponse. Elle lui a envoyé un email. Rien. Elle a envoyé une lettre, longue, manuscrite, en cursive tremblante. Elle a écrit sur la plomberie, les factures, les ecchymoses qu'elle a vues sur les articulations de Ryan. Elle lui a dit que la compétition silencieuse lui manquait, la présence, qu'elle n'avait jamais réalisé à quel point la maison reposait sur son dos jusqu'à ce qu'il parte. Toujours rien. Marc avait disparu comme un fantôme chevronné. Il n'a pas laissé d'adresse de réexpédition. Aucune trace, juste une absence qui remplissait maintenant chaque centimètre carré de leur maison. Son tiroir dans la chambre était toujours entrouvert. Elle l'a laissé ainsi, trop effrayée pour toucher les chaussettes à l'intérieur, comme si elles pouvaient se désintégrer. Ryan a cessé de dîner à table. Il réchauffait au micro-ondes ce qu'il y avait et mangeait debout, courbé sur le comptoir, mâchant comme si c'était une punition. Ses yeux ne croisaient jamais les siens. Une nuit, Mara l'a trouvé endormi dans la buanderie, blotti avec le vieux sweatshirt de Marc. Celui avec la tache d'huile sur la manche. Elle s'est assise à côté de lui, appuyée contre le sèche-linge, et n'a pas dit un mot. La maison qui vibrait autrefois de rires tranquilles et de quelques pics sarcastiques occasionnels semblait maintenant retenir son souffle chaque fois que la porte d'entrée s'ouvrait, attendant, peut-être, que ce soit lui. Mais ce n'était jamais le cas, et le poids de ce qu'ils avaient fait s'est installé comme de la poussière sur chaque chaise inutilisée, chaque facture impayée, chaque écho dans les murs creux. C'était un mardi quand il est finalement arrivé. Sans fanfare, sans avertissement, juste une Impala noire cabossée s'arrêtant à 20h47, les phares clignotant comme une luciole mourante. Ryan était à la fenêtre, à moitié incrédule, à moitié effrayé de tout croire. Mara était déjà en peignoir, le mascara coulé, le verre de vin intact pour une fois. Elle a ouvert la porte avant qu'il n'ait eu la chance de frapper. « Travis, dit-elle, la voix basse et plate. Et, marmonna-t-il, comme s'ils étaient de vieux amis se rencontrant à une station-service. Il vacilla légèrement, pas assez pour que quelqu'un le signale directement, mais juste assez pour qu'elle sente le whisky bon marché collé à son haleine comme une seconde peau. Ryan fit un pas en avant, hésita, puis maladroitement, et... Travis se tourna, le cligna des yeux pendant une seconde, puis sourit avec suffisance. « Eh bien, merde, regarde-toi, grand. Tu joues au ballon? » « Oui, » dit Ryan, une lueur de fierté dans la voix. Arrêt court. « Bien. Je lançais avant. » Travis mentit. Les lèvres de Mara se crispèrent, mais ne s'ouvrirent pas. Ils restèrent dans le salon une vingtaine de minutes. Travis parla vite, fort, d'opportunités et de reconnexion et de la façon dont la paternité est un marathon, pas un sprint. Toutes les quelques minutes, il se frottait les yeux et demandait une bière, puis changeait d'avis et demandait de l'argent liquide à la place. « Vous avez un motel 6 par ici ?» demanda-t-il en se grattant la nuque. « Juste pour une nuit ou deux pendant que je m'installe. J'étais à Portland hier. Des trucs de boulot. Beaucoup de choses en cours. » Mara lui tendit $80 en silence. Ryan proposa de lui montrer le garage, l'installation de la cage de frappe que Marc l'avait aidé à construire. Travis acquiesça, mais le rejeta d'un geste. « Ouais, peut-être demain, gamin. J'ai le décalage horaire. » « De Portland ? Ne fais pas ton malin. » Ryan tressaillit, non pas à cause des mots, mais à cause du ton. Il avait des dents. Marc n'avait jamais utilisé ce ton. Pas une seule fois. À 22h15, Travis était parti, de retour dans sa voiture,
grommelant à propos des directions et se plaignant que son chargeur de téléphone avait mystérieusement cessé de fonctionner. Ryan alla se coucher, confus mais pas vaincu. Pas encore. Puis vint l'appel téléphonique. C'était la 3e nuit. Travis était réapparu, sentant cette fois l'animal écrasé et le regret. Il demanda plus d'argent. Quelque chose à propos d'un entrepôt en Idaho, d'amendes impayées, d'une connerie de pension alimentaire impayée qui, selon lui, n'était pas réelle. Mara ne lui donna rien. Plus tard dans la nuit, Ryan descendit chercher de l'eau. Il s'arrêta dans le couloir quand il entendit la voix de Travis à travers la porte du patio à peine entr'ouverte. De dos, faisant les 100 pas comme un homme feignant d'avoir un plan. « Ouais, je suis à la maison maintenant. » « Non, c'est facile. » Elle se sent toujours coupable. Je lui soutirerai quelques centaines de plus. Le gamin est mou, il m'admire déjà. Ça ne va pas être difficile. Non, il ne pose pas de questions. Bête comme une pierre, honnêtement. Silence, puis rire. Qu'est-ce que tu crois? Que je vais rester longtemps? Non, bordel. Une fois que j'aurai ce dont j'ai besoin, je me casse. Ryan ne bougea pas. Pas pendant longtemps. Il resta là, le verre d'eau tremblant dans sa main, la condensation coulant sur son poignet. Le lendemain matin, Travis était parti. Il laissa une cigarette sur le porche, une boîte de pizza à moitié mangée sur le comptoir et une odeur dans l'air de sueur moisie et de mensonges de seconde main. Ryan ne demanda pas où il était allé. Mara ne le lui proposa pas. Elle le regarda simplement de l'autre côté de la table du petit déjeuner et le vit dans ses yeux. Quelque chose s'était brisé. Je suppose qu'il avait des choses à faire, marmonna Ryan en regardant ses céréales. Mara ne le corrigea pas. Mais ce soir-là, elle trouva la cage de frappe démontée, les poteaux dévissés, le filet plié comme s'il n'avait jamais été utilisé. La seule chose qui restait était le vieux gant de Marc, toujours accroché au crochet près de la porte du garage. Ryan ne le toucha pas. Il passa devant comme s'il n'existait pas, sauf que maintenant il existait. Il planait, parce que maintenant il savait qu'il n'avait pas échangé un père contre un autre. Il avait échangé un phare contre une allumette, et elle s'était déjà consumée. Tout a commencé petit, comme la plupart des choses qui finissent par couper profondément. Madame Eldridge, la voisine octogénaire avec des jumelles pratiquement fusionnées à son visage, a demandé à Ryan un matin alors qu'il sortait les poubelles, « Marc va bien? Je ne l'ai pas vu par ici. » Ryan a marmonné quelque chose à propos de son voyage, les yeux rivés sur le bac de recyclage comme s'il pouvait l'avaler tout entier. Elle a hoché la tête, les lèvres pincées, puis s'est traînée à l'intérieur, les rideaux bougeant derrière elle alors qu'il s'éloignait. La semaine suivante, au supermarché, Mara a rencontré Denny, de 2 pâtés de maison plus bas. Marc l'aidait habituellement avec ses conduites d'irrigation chaque printemps. Et, a dit Denny, son chariot grinçant. Dis à Marc merci encore pour ce conseil sur le cèdre pour la pelouse. Ça m'a fait économiser une fortune la saison dernière. Il est toujours dans le coin. Mara a hésité. Il prend du temps pour lui. Denny a froncé les sourcils. Je ne pensais pas qu'il était du genre temps pour moi. Il ne l'était pas. C'était ça le problème. Les murmures ont pris racine. À l'église, une femme a demandé si Ryan allait bien sans son père. Pas beau-père, juste père. Au restaurant, l'ancienne commande de petit déjeuner de Marc au café noir, œufs brouillés, pain grillé de blé, sans beurre a cessé d'être préparé. La serveuse, Carla, l'avait habituellement prête pour lui avant même qu'il n'entre par la porte. Madame Sarcasme, a-t-elle dit à une autre serveuse. Il laissait toujours un pourboire de 30%, même quand ses œufs sortaient froids. L'entraîneur de baseball de Ryan, l'entraîneur Callahan, l'a pris à part après l'entraînement un soir. Ce qu'il en restait, en tout cas. Ryan ne s'était pas présenté depuis des semaines, et quand il le faisait, il se déplaçait comme une ombre feignant d'être un enfant. « Regarde » a dit Callahan en lui tendant une balle usée. « Je ne sais pas ce qui se passe à la maison, mais je vais te dire ceci, tu étais concentré quand Marc était dans ses gradins. Concentré, discipliné. Cet homme s'en souciait. Et tu le savais. » Ryan a baissé les yeux sur la balle. Il n'a rien dit. « Gamin, » a continué Callahan, « qui va être fier de cette version de toi. » Ça a frappé plus fort que prévu. Le lendemain,
Ryan a séché la 4e heure et s'est fait prendre en train de vapoter derrière l'abri d'entretien avec un garçon nommé Luc qui avait une fois déclenché une alarme incendie juste pour voir si ça marchait. Ryan n'avait jamais tenu une cigarette auparavant. Mais maintenant il se fichait que les gens voient la spirale, parce qu'il la voyait déjà. Ses professeurs ont envoyé des emails à la maison, les notes chutent, la participation est inexistante. Sa professeure d'anglais a écrit, Ryan a complètement cessé de rendre ses devoirs. Il semble distant. Et distant était le mot juste. Pas en colère, pas rebelle, juste, pas là. Mara l'a trouvé dans le garage un soir, assis sur une chaise pliante devant l'établi. Il le fixait simplement, comme si quelque chose allait apparaître, comme si Marc pouvait soudainement entrer avec une perceuse et une blague de papa et redonner un sens à tout. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé. Il n'a pas répondu, il a simplement continué à regarder. Sur le mur, au-dessus de l'établi, pendait un seul clou, vide. La plaque en bois qui contenait autrefois le vieux sifflet d'entraîneur de Marc se trouvait là. Marc l'avait emporté avec lui. Non pas par dépit, mais parce que personne d'autre n'avait gagné le droit de le garder. Plus tard dans la soirée, Mara a entendu 2 autres parents chuchoter dans les gradins lors d'une collecte de fonds de l'école. C'est dommage ce qui s'est passé. Il a élevé l'enfant comme le sien. Elle l'a laissé partir. Et pourquoi ? Un fantôme d'homme. Mara a fait semblant de ne pas entendre, mais Ryan a entendu pire. Il a entendu tout le monde à la station-service, sur le terrain, à la quincaillerie où Marc achetait du paillis à la tonne pour les projets de jardin que personne n'appréciait jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Et à chaque regard, chaque voix basse, chaque « as-tu entendu ?» le trou à l'intérieur de lui devenait plus froid, parce que la culpabilité n'était pas bruyante. Elle était silencieuse. Elle s'installait dans vos os et y restait. Il était presque minuit quand le barrage a finalement cédé. Ryan est rentré de l'école, silencieux à nouveau. Les chaussures ont cogné contre le mur. Le sac à dos accroché à la chaise de la salle à manger. Pas de mots, pas de contact visuel, juste le son d'une cuillère cliquetant contre un bol de céréales qu'il ne voulait pas Mara observer depuis la cuisine, les bras croisés, la tasse intacte. Elle avait essayé de lui demander comment s'était passée sa journée 3 fois cette semaine. Pas de réponse, même plus un haussement d'épaules, juste ce silence aux yeux vides, jusqu'à ce qu'elle commette l'erreur de dire, trop doucement, tu sais, si jamais tu veux parler. Je parle, explosa Ryan, renversant le bol sur la table. Le lait éclaboussa les factures impayées et une pile de brochures universitaires non ouvertes que Mara avait eu trop peur de lui montrer. C'est juste toi qui n'écoutes pas. Ryan. Je le veux de retour, rugit-il, la voix se brisant quelque part entre la rage et le chagrin. Je veux Marc de retour. Je me fiche de ce que tu as dit ou de ce que tu pensais être le mieux. C'était mon père, pas ce perdant ivre avec qui tu as essayé de le remplacer. La bouche de Mara s'ouvrit, mais rien n'en sortit. Ses yeux se remplirent instantanément de larmes. Je n'ai pas essayé de le remplacer, rit. Je pensais que tu voulais. J'étais un enfant. Je ne savais pas ce que je voulais, bordel. Maintenant, il faisait les 100 pas, les mains dans les cheveux. Mais je savais qu'il ne partirait jamais à moins que quelqu'un ne le pousse. Et tu l'as fait. Tu l'as laissé partir comme s'il n'avait pas d'importance. Comme s'il n'avait pas construit toute cette fichue famille. Mara s'effondra sur la chaise la plus proche. Sa respiration arrivait par halètement, comme si ses poumons avaient oublié comment fonctionner. Tu crois que je ne le sais pas ? Je me réveille chaque matin et j'attends d'entendre son fredonnement pendant qu'il se prépare son café. Je cherche encore ces stupides pantoufles à côté du lit. Je sais ce que j'ai fait. Ryan se figea, les poings tremblants à ses côtés, les yeux écarquillés, effrayé de ce qui venait de sortir de lui et terrifié de savoir à quel point c'était vrai. Puis, presque à l'unisson, ils attrapèrent leur téléphone. Mara composa la première. Le haut-parleur sonna 1, 2 fois. Vous êtes bien chez Marc. Laissez un message. Elle raccrocha, les mains moites et tremblantes. Ryan attrapa son téléphone, regarda le contact simplement étiqueté, papa, le pouce en suspens. Il appela. Messagerie vocale. Il laissa un message. Marc, c'est moi. Juste, je veux parler, s'il te plaît. Puis un autre. Puis Mara en laissa un. Puis un autre de Ryan. Puis 3 de plus. L'un n'était que respiration. L'un n'était que sanglots.
À 2 heures du matin, ils avaient laissé 17 messages vocaux à eux deux. S'il te plaît. Des excuses. Des supplications, des confessions qu'aucun des deux ne s'était faites, même à lui-même, avant ce soir. Marc, je ne voulais pas dire ça, dit Ryan dans le 6e. Quand j'ai posé des questions sur lui, sur mon père biologique, ce n'était pas parce que je ne t'aimais pas. C'était juste, j'étais confus et stupide, et maintenant je ne peux plus respirer correctement sans toi ici. Le 9e de Mara était un murmure entrecoupé de larmes, tu avais raison sur tout. La maison s'effondre, l'enfant s'effondre, et moi aussi. J'étais juste trop fier pour le dire jusqu'à maintenant. Ils s'assirent l'un à côté de l'autre sur le sol après, le dos contre les armoires de la cuisine, les pieds engourdis, les visages rouges. L'horloge fit tic-tac. Le silence était assourdissant. Puis, le téléphone vibra. Ils sursautèrent tous les deux. Un SMS, mais pas de marque. Spam. Félicitations. Vous avez été préapprouvé pour un. Mara laissa tomber le téléphone. Ryan se blottit, le front sur les genoux. La ligne de messagerie vocale était devenue un cimetière d'excuses trop tardives, parce que Marc ne les ignorait pas. Il avait simplement évolué au-delà d'eux. Et une fois qu'un homme comme ça passe à autre chose, il ne regarde pas en arrière. Au début du printemps, la terrasse était terminée. Marc l'avait reconstruite à partir des fondations, avec de nouvelles planches, poncées et lisses, traitées avec de l'huile de cèdre qu'il avait échangée avec le propriétaire de la quincaillerie contre la réparation d'un générateur de secours défectueux. Chaque clou enfoncé dedans ressemblait à un signe de ponctuation silencieux à la fin d'une vieille phrase. Il avait arraché lui-même les morceaux pourris. Sans gants, juste les mains, la sueur et la résolution. La prochaine étape fut de fumer détruite. Il ne l'avait jamais fait auparavant. Juste quelque chose qu'il avait lu dans un vieux manuel d'activité de plein air trouvé caché derrière une armoire cassée. Il lui fallut 3 essais pour y arriver. Le premier lot avait un goût de pneu en caoutchouc. Le deuxième s'était transformé en bouillie, mais le troisième était parfait. Fumé, délicat, feuilleté, assaisonné juste assez pour le faire se demander pourquoi diable il n'avait pas commencé à faire ça 30 ans plus tôt. Il le mangeait avec du café noir et des œufs brouillés chaque matin. Silencieux, délibéré, comme un rituel. Et le carnet de croquis. Mon Dieu, le carnet de croquis. Il dessinait il y a des années, avant que la vie ne soit occupée par les entraînements de baseball, les gouttières bouchées et les demandes de « Peux-tu acheter du lait d'amande en rentrant ?» Maintenant, chaque soir, près du feu, il remplissait page après page. Arbre, montagne, un renard qu'il avait vu une fois et qu'il avait regardé comme s'il connaissait toute son histoire. Une page avait la silhouette d'un garçon tenant une batte, de dos, regardant vers les lumières du stade. Celle-là, il ne l'a pas signée. La plupart des après-midi, il descendait en ville, dans un petit restaurant appelé Rosies, du nom du chien du propriétaire d'origine, pas de la propriétaire elle-même, qui insistait pour qu'on l'appelle Madame J et ne souriait jamais à moins qu'on ne la fasse rire sans essayer. Mais Kendra, la nouvelle serveuse, 20 ans de moins que lui, avec un tatouage d'une grue en papier sur le poignet et une façon chaleureuse de dire « Marc », comme si elle l'avait connu toute sa vie, lui parlait comme s'il n'était pas à moitié fantôme. « Tu t'assois toujours dans la même cabine », dit-elle un jour en lui resservant du café. « J'aime la routine. »« Tu aimes te cacher », répondit-elle en souriant malicieusement. Il sourit à ça. Le premier vrai sourire depuis des mois. Ça lui plissa le visage d'une manière qui lui rappela qu'il était toujours vivant. Elle ne posa pas de questions sur son passé. Elle n'en avait pas besoin. Les rides autour de ses yeux racontaient suffisamment l'histoire. Et il n'offrit pas grand-chose, juste qu'il était à la retraite, qu'il avait du temps libre et qu'il apprenait à faire les choses plus lentement. Un matin, juste après l'aube, il s'assit sur la nouvelle terrasse avec une tasse de café chaud, enveloppé dans un vieux sweat à capuche, écoutant le vent bouger entre les pins. Son téléphone, silencieux toute la nuit, vibra une fois. Puis une autre, puis une autre. Il ne regarda pas. Il n'en avait pas besoin. À ce stade, l'écran d'appel était une mémoire musculaire, Mara, Ryan, maison. Il le laissa vibrer jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis éteignit complètement le téléphone, le posa face contre la table et retourna dessiner une truite sautant hors de l'eau. Le silence n'était plus creux. Il l'avait gagné. Parce que la paix n'est pas toujours douce. Parfois, elle se forge comme l'acier. Parfois, c'est ce qui arrive quand on cesse de permettre aux gens de vous modeler comme de l'argile.
Et pour la première fois depuis des années, Mark n'agissait pas. Il ne prouvait rien. Il était simplement. Et tandis que le monde qu'il avait laissé derrière lui s'effondrait sous le poids du regret, il en construisait un nouveau à partir des cendres. Seul, solide, intact. La lettre arriva pliée en 3, scellée dans une enveloppe blanche unie, adressée en lettres d'imprimerie tremblantes et incertaines, Mark H, P.O. Box 72, Spruce Hollow. Elle resta dans la boîte aux lettres pendant 3 jours avant que Mark ne la récupère. Il ne vérifiait la boîte aux lettres que lorsqu'il en avait besoin. Généralement une fois par semaine. Des factures, surtout, des catalogues. Il ne commandait jamais rien. Quelques publicités de la scierie locale, mais celle-ci se démarquait. Pas d'expéditeur, pas de timbre non plus. Elle avait été livrée en main propre. Le maître de poste de la petite ville avait dû reconnaître le nom et l'avait glissé dans la boîte par courtoisie. Tout le monde se connaissait ici. Tout le monde savait aussi qu'il valait mieux ne pas poser de questions à Mark. Il tint l'enveloppe pendant longtemps avant de l'ouvrir. Quelque chose dans la pression du papier, la façon dont l'encre bavait légèrement à certains endroits, lui disait déjà ce que c'était. À l'intérieur, une page arrachée d'un cahier d'écolier. Ligne bleue pâle. L'écriture n'était pas parfaite, inclinée, certains mots appuyés trop fort, mais il l'aurait reconnu n'importe où. Mark, tu as toujours été mon père. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas vu avant. Peut-être que si. Peut-être que je ne voulais tout simplement pas que ce soit vrai parce que ça faisait trop mal de savoir que je t'avais laissé tomber. J'ai été stupide. J'ai laissé entrer le mauvais homme et j'ai chassé le bon. Tu n'as jamais élevé la voix. Tu n'es jamais parti jusqu'à ce que je te donne une raison de le faire. Je sais que c'est probablement trop tard, mais je devais le dire. S'il te plaît, rentre à la maison. Ryan. Mark l'a lu une fois, puis une autre, et puis, lentement, délibérément, une 3e fois. Il ne pleura pas. Il ne sourit pas. Il ne marmonna rien à propos du pardon ou des secondes chances. Il s'assit simplement sur la chaise en bois près de la cheminée, la lettre reposant dans une main, l'autre caressant distraitement la coudoir lisse en écorce qu'il avait sculptée des mois auparavant. Dehors, le vent était doux, le genre de silence vespéral qui faisait bourdonner les aiguilles des pins. Il regarda vers la fenêtre, la même par laquelle il regardait toujours pendant les tempêtes. La neige s'accrochait encore à la crête au-delà du ruisseau. Un cerf broutait tranquillement à la lisière des arbres, inconscient, ou peut-être indifférent, au fait qu'on l'observait. Après un long moment, Mark se pencha en avant et jeta la lettre au feu. Elle prit rapidement, se courbant au coin comme si elle était soulagée de disparaître. Il regarda les flammes transformer les mots en cendres. La phrase « S'il te plaît, rentre à la maison » brûla en dernier, l'encre crépitant jusqu'à devenir poussière. Il se leva, s'étira le dos et se versa une tasse de café noir fort. Pas de whisky, pas de vin. Du café, moulu ce matin-là. Chaud, amer, réconfortant. Puis il sortit, s'assit sur la terrasse reconstruite et regarda les étoiles sortir, une par une, jusqu'à ce que le ciel se sente à nouveau plein. Parce que certaines choses ne se réparent pas. Certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent pas en grinçant. Certains pères ont cessé de poursuivre l'écho de leur nom. Et cette nuit-là, les excuses de Ryan ne tombèrent pas dans l'oreille d'un sourd. Elles tombèrent sur un homme qui avait déjà pardonné, mais qui était quand même passé à autre chose. La dernière fois que Mara était allée à ce supermarché avec Mark, il avait fait une scène au rayon des fruits et légumes. Rien de dramatique, juste ce genre de scène discrète que seule une personne qui le connaissait pouvait détecter, un débat silencieux avec le boucher sur la raison pour laquelle personne en Oregon ne semblait comprendre comment parer correctement un carré d'agneau. Elle riait alors, lui disait d'arrêter d'agir comme un New-Yorkais. Il répondait, « Je n'agis pas, maintenant », 6 mois plus tard, elle était figée dans l'allée 4, Ryan à ses côtés, regardant l'homme qui avait l'habitude de discuter de la graisse d'agneau comme si cela avait de l'importance. Mark avait l'air différent. Pas plus jeune, pas plus vieux, simplement plus clair. Comme si tout poids qui avait jamais pesé entre ses épaules s'était levé et évaporé dans l'air froid du Colorado qu'il appelait désormais chez lui. Il portait une chemise en flanelle rentrée avec trop de soin. Un jean sans plis. Des bottes qui semblaient vraiment usées pour une fois. Son chariot contenait quelques articles pratiques, des boîtes de haricots, des amandes, un journal, un thermos. Pas de distraction, pas de camelote, pas de chaos. Mara le vit la première. Le souffle lui coupa si vite qu'elle faillit laisser tomber la boîte de Ryan,
les yeux rivés sur son téléphone, ne le vit pas jusqu'à ce qu'il lève les yeux à sa réaction. Alors son téléphone lui glissa des mains. Marc Lévy. C'était certain. Il leva les yeux. Aucun éclair de surprise. Juste une brève pause, comme s'il voyait une peinture vaguement familière qu'il n'aimait plus. Il acquiesça. Poli, civilisé, distant. Et puis il se retourna et passa devant eux. Sans mots. Sans main sur l'épaule de Ryan. Sans mâchoire serrée. Sans « je te l'avais bien dit ». Juste le silence. Les lèvres de Ryan s'entr'ouvrirent et quelque chose de fragile se brisa dans sa poitrine. Papa. C'est sorti comme le fantôme d'un nom. Un mot enveloppé de culpabilité et de temps et du genre d'amour qui arrive trop tard. Marc ne s'arrêta pas. Il ne se retourna pas. Il continua simplement à marcher. Les roues de son chariot grincèrent une fois, puis s'évanouirent dans le bourdonnement des néons au-dessus de l'allée 5, céréales en vrac et sortie silencieuse. Ryan resta là, immobile, les lèvres tremblantes, ce seul mot, papa, flottant encore quelque part dans l'air réfrigéré. Mara tendit la main vers lui, hésita, puis la laissa retomber. Rien de ce qu'elle pourrait dire ne comblerait ce vide. Rien ne pourrait recoller ce qu'ils avaient brisé. Ils payèrent en silence. Dehors, sur le parking, le soleil était bas. Tout brillait d'or, mais rien ne semblait chaud. Alors qu'ils chargeaient leurs sacs dans le coffre, Ryan parla enfin. Il ne reviendra jamais, n'est-ce pas? Mara ne mentit pas, non. Et ce fut tout. Marc retourna au Colorado plus tard dans l'après-midi. Papier classé, signature faite. La maison, leur maison, officiellement transférée, effacée de son nom. Il n'y passa pas, ne vérifia pas la boîte aux lettres, ne regarda même pas le panneau de la rue. Il fit simplement ce qu'il était venu faire et disparut à nouveau. Non pas par colère, non pas par dépit, mais parce que l'oubli est sa propre forme de justice. Et pour Mara et Ryan, il n'y aurait pas de grande confrontation, pas d'explosion finale, pas de clôture dramatique, juste un homme aux mains fermes et sans plus de questions. Un silence si lourd qu'il disait tout.